En moins d'une journée, 38 degrés Celsius insupportables. La chaleur a cédé la place à la neige et au gel. Vous pourriez voir une scène similaire dans un film de science-fiction, mais les citoyens du Colorado l'ont vu de première main en septembre 2020 dans leur propre jardin. Cette tempête de neige anormalement précoce a renversé des lignes électriques et déraciné des arbres, les projetant contre des voitures et des maisons. Cela est également devenu le prélude à l'hiver le plus froid jamais enregistré en Amérique du Nord, qui a coûté la vie à des centaines de personnes. Cependant, à d'autres moments de l'année, les États de l'Ouest subissent la pire sécheresse des 12 derniers siècles. Des anomalies similaires se produisent partout sur la planète. Aujourd'hui, les scientifiques disent que leur nombre augmentera très bientôt. L'augmentation moyenne de la température sur Terre dépassera le seuil crucial d'1,5 degré Celsius, ce qui poussera l'humanité vers la catastrophe la plus terrifiante des 450 derniers millions d'années. Aurons-nous toujours la côte est des États-Unis, les Pays-Bas ou le Bangladesh? Quand l'Europe sera-t-elle engloutie par une glace d'1 mètre d'épaisseur? Et le plus important, qu'est-ce qui mettra fin à la population mondiale en premier, la chaleur extrême ou le froid extrême? En avril 2023, pour une raison inconnue, l'océan mondial s'est réchauffé plus et plus rapidement que jamais. La température de l'eau de surface au large de la côte de l'Amérique du Nord a atteint presque 14 degrés au-dessus de la moyenne et a atteint un nouveau maximum au cours des 30 dernières années. Cela a provoqué le retour d'un phénomène climatique dévastateur à l'échelle planétaire, El Niño. Les médias de tous les continents, pris de panique, ont explosé avec des nouvelles. Mais qu'est-ce que cet El Niño, de toute façon? Et qu'est-ce qui le rend si dangereux? Voyons cela. Dans des conditions normales, les vents soufflent entre les tropiques tout au long de l'année. Ils proviennent principalement du nord-est et de l'hémisphère nord, et du sud-est et de l'hémisphère sud. Ils sont appelés alizés. Mais parfois, ils s'affaiblissent en traversant l'océan Pacifique et cessent de transporter de l'eau chaude de l'Amérique du Sud vers le sud-est asiatique. Au lieu de cela, ils la déplacent vers la côte ouest des États-Unis. La température de l'océan y augmente anormalement entre 6 et 10 degrés Celsius, ce qui réchauffe également l'atmosphère terrestre et, par conséquent, crée un effet domino qui conduit à des changements climatiques mondiaux. De puissants cataclysmes naturels et des mortalités massives d'animaux marins. Des millions de personnes sont condamnées à mourir de faim et des milliers peuvent mourir. C'est le vrai visage d'El Niño. Les experts pensent qu'il s'est reproduit périodiquement pendant au moins le dernier millénaire. Mais si cet événement oscillait auparavant tous les 5 ou 7 ans et dure maintenant 18 mois en raison de l'augmentation des températures, il apparaît beaucoup plus fréquemment et a un effet beaucoup plus profond. Bien que chaque El Niño soit unique, ses conséquences ne sont pas toujours les mêmes. Certaines régions se dessèchent littéralement et prennent feu, tandis que d'autres sont inondées ou dévastées par des ouragans. En 1997 et 1998, un puissant El Niño a provoqué des inondations et des tempêtes qui ont causé des dégâts d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars. Pendant ces années, l'Indonésie a connu l'une des sécheresses les plus graves de l'histoire connue. Et les plus extrêmes dans le nord-est du Kenya et le sud de la Somalie ont provoqué une épidémie mortelle de fièvre de la vallée du Rift. À l'époque, l'impact d'El Niño a coûté la vie à environ 23 000 personnes. Le phénomène d'El Niño le plus fort enregistré a fait de 2016 l'année la plus chaude de l'histoire des observations. Il a presque réduit en cendres la région canadienne de Fort McMurray. À un moment donné, un incendie de forêt a ravagé la communauté et s'est étendu sur un territoire de près de 600 000 habitants. Blash a continué de brûler pendant plus d'un an et n'a été complètement éteint qu'en août 2017. En raison de cela, près de 90 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Cela est devenu la plus grande évacuation due à un incendie de forêt dans l'histoire du Canada. La tragédie a coûté la vie à 2 personnes. Pendant ce temps, à Phoenix, la capitale de l'Arizona, la chaleur n'a même pas eu besoin d'incendies dévastateurs pour tuer un nombre record d'habitants, 150 personnes. Et même cela ne semble pas si choquant une fois que l'on sait ce que l'Inde a dû traverser en 2016. Dans l'une de ces villes, la température a atteint 51 degrés Celsius, provoquant une sécheresse féroce et une crise massive d'eau douce qui a touché 330 millions de personnes. Selon certaines sources, plus de 1000 Indiens n'ont pas survécu à cet enfer. Un corps humain n'est tout simplement pas fait pour supporter des conditions aussi anormales. Dès que la température s'approche de 30 degrés Celsius, le stress thermique peut affecter la proportion de sodium et de potassium, réduire les taux métaboliques et causer des maladies rénales. À 40 degrés Celsius,
Le corps commence à souffrir d'épuisement dû à la chaleur et finit par s'évanouir. Il fait peur d'imaginer ce que des températures beaucoup plus élevées pourraient en provoquer. Et il semble qu'elles s'emparent déjà de la planète. La température maximale la plus extrême de la Terre a été enregistrée en 1913 dans la vallée de la mort. C'est l'endroit le plus chaud du monde, où le mercure est monté à presque 57 degrés. Bien que sous l'influence d'un El Niño féroce, en juillet 2016, la chaleur a atteint des températures sans précédent même en dehors de la vallée de la mort. Au Koweït, les thermomètres ont affiché un incroyable 54 degrés Celsius, tandis qu'en Irak, le record était à seulement un dixième de degré derrière. Bien que les jours les plus chauds de tous les temps aient été enregistrés en 2016, la température moyenne sur Terre continue d'augmenter progressivement. Cela provoque de nouvelles catastrophes effrayantes et des cataclysmes naturels. Et à partir de 2023, la situation pourrait empirer rapidement, selon les experts. Actuellement, un phénomène El Niño se forme sous la surface de l'océan et son impact potentiel sur la planète sera désastreux. Pourrait-il déclencher un compte à rebours vers la fin du monde? Bien que les calculs récents des scientifiques donnent un avertissement clair, si nous ne trouvons pas un moyen d'arrêter l'augmentation de la température globale, d'ici la fin de cette décennie, nous ferons face au double d'ouragans, de tempêtes, d'incendies de forêt et de sécheresse. Et leur intensité se doublera également. De plus, si nous franchissons la ligne rouge en laissant la planète devenir 1,5 degré plus chaude, nous la conduirons à un désastre climatique irréversible. Si nous faisons confiance aux scientifiques, nos chances de l'éviter ne sont que de 0,1%. En comparaison, toutes les catastrophes causées par le réchauffement climatique mentionné précédemment se produisent lorsque la température a augmenté d'1,28 degré au maximum. Tout accroissement supplémentaire conduira à des changements climatiques auxquels nous ne pourrons jamais faire face. Et si certaines prévisions nous donnent l'espoir que les humains pourront survivre sur la planète hostile pendant de nombreuses années, d'autres prédisent que tous les êtres vivants mourront très rapidement. La première chose que l'on mentionne généralement dans le contexte du réchauffement atmosphérique est la fonte des glaciers. À ce jour, leur taux n'a déjà plus de précédent. Le 1er août 2019, le Groenland a perdu 11 milliards de tonnes de glace en une seule journée. Cette quantité d'eau pourrait suffire à remplir 4 400 000 piscines olympiques. Ce fut la plus grande perte de volume en une seule journée jamais enregistrée. La calotte glaciaire du Groenland a au moins 3 km d'épaisseur, et si toute cette structure fond, la masse totale d'eau serait 115 fois plus grande que celle des Grands Lacs. Si cela se produit réellement, le niveau de la mer augmentera de 7 mètres dans le monde entier. Dans ce cas, non seulement les régions côtières seront inondées, presque la moitié de la population mondiale vit dans des villes plus ou moins vulnérables à la montée du niveau de la mer. Mais, en réalité, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que Miami et le Bangladesh disparaîtront sous l'eau d'ici un siècle. En fait, 15 millions de personnes courent le risque constant de subir une inondation soudaine. La plupart d'entre elles vivent loin de la côte, près de hautes montagnes en Inde, au Pakistan, au Népal et en Chine. Certains glaciers fondent au sommet des montagnes, créant d'énormes lacs profonds. Lorsqu'ils se gonflent trop en raison de l'apport d'eau, une inondation se produira. Ce torrent s'écoulera à une vitesse vertigineuse d'environ 120, détruisant tout sur son passage. Cela pourrait se réaliser à tout moment et affecter n'importe lequel de ces lacs de montagne. Mais si tous les glaciers de la Terre fondent de toute façon, les dégâts seront véritablement apocalyptiques. Le niveau global de la mer augmentera d'environ 65 mètres. L'eau submergera complètement. Les Pays-Bas et de nombreuses villes européennes disparaîtront à jamais. Dans certaines zones de Californie, il n'y aura plus de côte atlantique américaine. Washington, New York, la Nouvelle-Orléans, San Francisco et Los Angeles seront totalement ou partiellement effacés de la carte. Les inondations affecteront les plus grandes villes d'Amérique du Sud, Buenos Aires, Lima et Rio de Janeiro. Quant à l'Asie, l'eau engloutira des territoires où vivent actuellement environ 600 millions de personnes, et une mer entièrement nouvelle apparaîtra au centre de l'Australie. Les terres sèches les moins endommagées seront les territoires d'Afrique, car la majeure partie de ce continent se trouve à au moins 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cependant, l'augmentation de la température mondiale rendra la vie impossible là-bas, et même si le niveau de la mer augmente de seulement quelques mètres, un grand nombre de sources d'eau douce seront contaminées, tandis que les terres agricoles seront inondées. Des dizaines de millions de réfugiés climatiques devront chercher d'autres endroits où s'installer, sans exagérer. Les humains devront se battre pour la nourriture et l'eau potable. Mais peut-être n'aurons-nous pas à mourir aussi lentement et douloureusement.
Peut-être que nous cesserons tous d'exister bien plus tôt à cause de l'explosion d'une bombe de méthane. L'hypothèse des soi-disant armes de classe dit qu'il y a une bombe de méthane à retardement de 50 gigatonnes enterrée au fond de l'océan, qui pourrait vraisemblablement exploser à tout moment. Si cela se produit, l'humanité s'éteindra en seulement quelques semaines. Mais, en réalité, ce ne sera pas une explosion classique avec une onde de choc et des flammes aveuglantes. Il existe une grande réserve de clatrate de méthane au fond de la mer, dans le pergélisol. Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant qui est environ 34 fois plus efficace pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone. Si les glaciers fondent et que l'océan mondial se réchauffe, ces dépôts peuvent être libérés. Certains scientifiques croient que le clatrate de méthane était la raison exacte derrière la plus grande extinction massive sur Terre de tous les temps. Cela s'est produit il y a 250 millions d'années. À cette époque, la température de la planète a augmenté de 10 degrés, ce qui a tué 90% des espèces existantes. En ce moment, les climatologues voient déjà des signaux d'alerte qu'il vaut mieux ne pas ignorer. Par exemple, durant l'hiver 2020 et 2021, la péninsule asiatique la plus septentrionale appelée Timir a dû faire face à une vague de chaleur sans précédent qui a provoqué d'importantes émissions de méthane du pergélisol. Puis, en janvier 2023, en Antarctique, un énorme iceberg s'est détaché de la plateforme de glace. Il mesurait plus de 1500 km², soit environ 2 fois la taille de la ville de New York. Nous avons eu de la chance qu'il n'y ait pas de dépôt de méthane sous ce morceau de glace en particulier. Mais la prochaine fois, nous pourrions ne pas être aussi chanceux et la bombe de méthane pourrait finalement exploser. Et en effet, il n'existe ni antidote ni moyen de protection contre cela. Si de grandes quantités de clatrate de méthane s'échappent simultanément du pergélisol, il n'y a aucun espoir pour nous. Mais, en réalité, tout peut se dérouler exactement à l'inverse. El Niño n'est pas le seul modèle climatique sur notre planète. Il a une sœur jumelle maléfique, la Niña. Tout ce qu'elle fait est comme un reflet en miroir. Les alizés se renforcent encore plus que d'habitude, éloignant trop l'eau chaude et la refroidissant excessivement. Au cours des 3 dernières années, l'océan Pacifique a été affecté uniquement par la Niña. Le fait que ce modèle climatique persiste pendant plusieurs années consécutives est assez remarquable. C'est un phénomène très rare qui ne s'est produit que 2 fois dans l'histoire connue. Mais si l'océan se refroidit, cela annule-t-il le réchauffement climatique? Cela signifie-t-il que nous allons geler? En fait, tant la Niña que son frère entraînent différents cataclysmes dont la force et la brutalité ont battu tous les records, ces dernières années. Le continent que la Niña a frappé avec une force particulière a d'abord été l'Australie. Pendant l'été noir, de terribles incendies de forêt ont brûlé sur une superficie d'au moins 243 000 km², soit environ le double de la taille de l'Angleterre. Après cela, l'Australie a affronté le pire déluge des 60 dernières années. Au printemps 2022, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud ont reçu en seulement une semaine plus d'une année de pluie. À la fin de l'automne, des averses ont frappé des dizaines de lieux peuplés, y compris Sydney, établissant le nouveau record de précipitation de la ville avec plus de 2,5 mètres. En même temps, l'Europe survivait à la pire sécheresse de ces 500 dernières années d'histoire. De nombreuses tonnes de poissons morts pourrissaient sur les rives des rivières navigables asséchées, contaminant l'eau restante avec de la toxine et remplissant l'air d'une odeur épouvantable. Et tandis que les gouvernements des pays de l'UE se contentaient d'imposer des interdictions d'arroser les pelouses et de laver les voitures en raison de la pénurie d'eau, certains autres États n'ont pas pu éteindre des incendies de grande envergure à cause de cela. À la fin juillet, l'incendie avait déjà brûlé plus de 515 terres européennes, tandis qu'au moins 24 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur anormale et de ses conséquences. La triple chute. La Niña est également responsable de l'ouragan le plus meurtrier en Floride depuis 1935. Ian est arrivé avec des pluies torrentielles suivies d'inondations généralisées. En même temps, quelque chose de similaire s'est produit au Canada, qui a été frappé par le cyclone le plus intense de l'histoire du pays. Fiona, au Pakistan. La saison des moussons a provoqué des inondations dévastatrices qui ont tué plus de 1700 habitants de la région, en plus des images de sécheresses infernales et d'incendies de forêt. La Niña a apporté un froid apocalyptique le 3 février 2023. Au sommet du mont Washington, une tempête de vent soudaine a soufflé avec des rafales allant jusqu'à 205 km/h. De plus, la température de ces vents est descendue à des niveaux dangereusement bas, à moins 78 degrés Celsius. C'est un record absolu dans toute l'histoire des États-Unis. En raison de la force de l'ouragan, il a éclaté en moins de 24 heures. À Boston et dans l'État du Maine,
Le mercure est tombé de +10 à la température la plus froide des 60 dernières années, 23 degrés centigrades. Un changement aussi brusque du climat a provoqué des tremblements de terre et des événements sismiques qui se produisent parce que l'eau liquide dans le sol gèle et se dilate rapidement. Mais ce n'est pas tout. Et le Canada a été retrouvé mort gelé. Même les équipements et appareils électroniques modernes ne peuvent pas toujours résister aux effets des tempêtes violentes et des températures extrêmes. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent dans des villes complètement paralysées et sans électricité. Chaque fois, ces tempêtes hivernales ruinent des centaines de vies. Ce cauchemar peut devenir une réalité quotidienne pour toute la population mondiale. Si cela ne vous surprend pas, les glaciers du Groenland continuent de fondre. Leur eau douce se mélange avec l'eau salée de l'un des courants océaniques les plus puissants du monde, le Gulf Stream. En conséquence, il ralentit progressivement et son flux est maintenant le plus faible des 1600 dernières années. Si le courant s'arrête complètement, l'Europe et l'Amérique du Nord connaîtront une chute de température soudaine et catastrophique, comme dans le film Catastrophe le jour d'après, sauf que cela ne se produira pas de manière aussi rapide et abrupte. De plus, quelque chose de similaire s'est déjà produit il y a très longtemps, vers l'an 1300. Pour une raison inexplicable, le rythme du courant du Gulf Stream a ralenti et en une décennie a commencé le petit âge glaciaire en Europe, en raison de 4 étés sombres et pluvieux, et d'hivers incroyablement rigoureux. Les récoltes ont péri pendant plusieurs années consécutives, tandis que les vergers et les vignobles ont gelé en Angleterre, en Écosse, en France et en Allemagne. Cela a provoqué une famine généralisée sur le continent. Elle s'est terminée progressivement seulement 60 ans plus tard, et l'air a mis plus d'un siècle à commencer à se réchauffer relativement. Il y a de nombreuses chances qu'une nouvelle ère glaciaire nous attende patiemment, mais nous ne pouvons pas blâmer uniquement le courant du Gulf Stream, car le Soleil est également un grand problème ici. Les astrophysiciens nous rappellent que la dernière période d'activité solaire extrêmement basse a provoqué une autre ère glaciaire lorsque la Tamise a été recouverte par une couche de glace de près de 30 mètres d'épaisseur. En 2020, le Soleil a entamé un nouveau cycle solaire et personne ne sait ce que cela peut impliquer cette fois-ci. En même temps, les géologues affirment même que pour la Terre, les ères glaciaires sont comme le changement du jour et de la nuit. Il y a environ 10 000 ans, la température de notre planète a atteint un niveau maximal depuis la dernière période glaciaire. En ce moment, elle se dirige vers la suivante. En fait, la température globale de la Terre diminuait peu à peu jusqu'à ce que les humains et leur progrès technologique interfèrent. Cependant, cela fera difficilement une différence à l'échelle mondiale, et, éventuellement, l'humanité disparaîtra à cause de la même catastrophe qui a éliminé la plupart des formes de vie il y a 450 millions d'années. Lors de l'extinction de l'Ordovicien silurien qui s'est produite à la suite du refroidissement global, environ 85% des espèces se sont éteintes. Au début de cette vidéo, j'ai mentionné l'événement d'extinction du Trias permien qui a été provoqué par l'augmentation des températures mondiales. Et maintenant un froid extrême pointe le bout de son nez. Il est temps de se demander ce qui mettra fin à l'histoire de l'humanité, le feu ou la glace. Et une chose de plus, sommes-nous même concentrés sur le bon problème? La Terre est très similaire à un organisme humain car les deux sont très bien organisés. Mais si même le plus petit rouage cesse de fonctionner, tout le système devient vulnérable. C'est pourquoi les phénomènes météorologiques extrêmes sont un défi majeur pour notre planète. Il pourrait suffire d'1,5 degré de plus pour perdre le contrôle de la situation et voir le monde s'effondrer. Cependant, si nous analysons ces changements de plus près, nous verrons que tant l'augmentation des températures que les âges glaciaires impactent principalement l'état de l'océan mondial qui, pour ainsi dire, conditionne l'air de toute notre planète. C'est pourquoi les effets d'El Niño ou de la Niña sont si évidents. Mais nous devons approfondir davantage pour voir ce qui a réellement causé les plus grandes extinctions massives dans l'histoire de la Terre, et ce qui pourrait anéantir l'humanité dans un avenir pas si lointain. La réponse est simple. Il n'y a pas d'air respirable. Le manque d'oxygène est le principal facteur derrière la mortalité massive des poissons pendant les années les plus chaudes. Il ne fait pas chaud, c'est simplement l'asphyxie. En réalité, les niveaux d'oxygène atmosphérique ont varié de 10%, au plus bas, à 35% au plus haut, au cours des 540 derniers millions d'années. Actuellement, ce niveau s'est stabilisé à environ 21%. Mais qu'en est-il de l'océan? En réalité, c'est un système assez fermé. Cependant, les masses d'eau sont l'habitat naturel des cyanobactéries, également connues sous le nom d'algues bleu-vert. Cela a injecté de l'oxygène dans l'atmosphère il y a 2 à 5 milliards d'années.
nous devons également les apprécier pour absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère et saturer l'eau avec de l'oxygène dissous. Malheureusement, tant les augmentations que les baisses drastiques de la température mondiale provoquent des réactions en chaîne qui font diminuer les niveaux d'oxygène dans les océans du monde. Il est facile de deviner ce qui se passera ensuite. Les précieuses cyanobactéries commencent à mourir. Ces micro-organismes constituent 90% de la matière vivante de notre biosphère. Maintenant, imaginez-les en train de mourir par asphyxie. L'océan n'a plus de source d'oxygène. Une grande partie du phytoplancton meurt et se décompose lentement. Le processus de décomposition conduit à un épuisement supplémentaire de l'oxygène dans l'eau, tandis que la concentration de dioxyde de carbone augmente. Cela provoque l'extinction massive des organismes marins. De plus, étant donné que le plancton est à la base de toutes les chaînes alimentaires aquatiques, toutes les créatures qui s'en nourrissaient n'ont maintenant plus rien à manger et meurent de faim. Ainsi, toute la chaîne alimentaire s'effondre. La mort de l'océan à elle seule entraînera de graves problèmes pour les êtres humains. De nombreuses régions seront confrontées à de graves famines et crises économiques. Si nous perdons les cyanobactéries et l'océan, les dommages environnementaux seront irréversibles. Les niveaux d'oxygène atmosphérique commenceront à diminuer lorsqu'ils descendront à 17%. Très peu de personnes vivant dans de vastes zones métropolitaines polluées ressentiront la différence. Dans le pire des cas, leur vision nocturne se détériorera, car c'est l'un des premiers symptômes de l'hypoxie. Je te raconterai plus lorsque le niveau d'oxygène atteindra 15%. Les gens ne mourront pas non plus. Cependant, il leur sera beaucoup plus difficile d'effectuer tout travail physique. Nous souffrirons tous de maux de tête chroniques, de vertiges et de troubles visuels. As-tu déjà remarqué que lors des journées de chaleur accablante, les gens se fatiguent, ont sommeil et pensent très lentement? C'est exactement ainsi que l'humanité sera face aux premiers signes de manque d'oxygène. Que se passera-t-il ensuite sur notre planète? Nous ne pourrons pas nous arrêter. Quand il y aura moins de 14% d'oxygène, la société ne fonctionnera plus. Notre fréquence cardiaque et respiratoire dépassera le seuil critique. La fatigue deviendra insupportable et les muscles ne réagiront plus aux ordres du cerveau. C'est une condition que vivent de nombreux alpinistes dans ce qu'on appelle la zone de la mort, c'est-à-dire une altitude de plus de 8000 mètres. Dans le meilleur des cas, une diminution supplémentaire de l'oxygène provoquera des accidents vasculaires cérébraux et les êtres humains mourront rapidement. Les alternatives sont assez déprimantes. Par exemple, mourir d'un œdème pulmonaire lorsque vous ne pouvez pas arrêter de tousser des liquides mousseux ou résister à d'horribles sensations d'étouffement. Parfois, la toux peut s'aggraver au point de provoquer la fracture des côtes. Pendant ce temps, d'autres personnes devront faire face à une inflammation du cerveau, à des nausées intenses, à des vomissements et à la psychose. Si le niveau d'oxygène descend, disons, à 6%, la mort surviendrait en quelques minutes, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, aucun de nous ne tiendra jusqu'à ce point. Et espérons que nous serons trop faibles pour survivre jusqu'à l'apocalypse climatique mondiale. Un peu plus tôt, nous nous demandions ce qui nous tuerait le plus rapidement. Mais imaginons qu'un froid intense et une chaleur infernale dévastent la planète. En même temps, l'Amérique du Nord et l'Europe seront d'abord réduites en cendres puis deviendront des déserts de glace. L'Afrique disparaîtra sous la couche de neige et le reste de la Terre se desséchera puis sera inondé. Le seul endroit sûr capable d'offrir un refuge sera les sommets des montagnes du Chili, ou l'Antarctique et la Terre de Feu, désormais florissant. En tenant compte des tendances climatiques et des activités humaines, lequel des scénarios apocalyptiques a le plus de chances de se réaliser, selon vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo, les amis.